Bonjour, merci à tous d'être là à cette heure-là de la soirée. Donc aujourd'hui, on va parler de l'imagerie neuro-oncologique et de nouveaux marqueurs de perfusion pour le diagnostic et aussi pour le suivi. Donc, pourquoi l'imagerie oncologique, c'est compliqué? C'est parce que on a finalement, déjà, quand on découvre une lésion tumorale, il faut qu'on caractérise la lésion, qu'on voit quel est le type de cette lésion, puis quels sont son grade, et aussi les lésions peuvent être assez larges, donc il faut choisir où précisément on veut faire la biopsie. Puis, une fois qu'on a analysé cette lésion, on a pris une décision tumorale, donc une décision thérapeutique. Donc, souvent, on va traiter la lésion par chirurgie, souvent par la radiochimiothérapie, et on va suivre cette lésion avec traitement souvent de fond qui reste ou sans traitement dans certains cas. Et on peut avoir les longs de suivi de prise de contraste qui vont apparaître. Et dans ce cadre-là, bah, il faut qu'on sache à quoi correspond exactement cette prise de contraste. Donc, est-ce que c'est radionécrose ou pseudoprogression? Donc, ce n'est pas une réelle progression tumorale. Dans ce cas-là, il faut qu'on garde le même traitement et qu'on suit. Ou est-ce que c'est une progression? Et dans ce cas-là, il y a besoin d'un changement thérapeutique. Donc, comment ça marche? Les cas simples, c'est qu'on fait un bilan, on a une prise de contraste un petit peu douteux, et puis comme on ne peut pas répondre, bah, on va suivre le patient et on va voir est-ce que la prise de contraste continue d'augmenter. Dans ce cas-là, on dit que c'est une progression. Ou est-ce que finalement ça diminue? Dans ce cas-là, on dit bah, que c'est une pseudo-progression, une radionécrose, une réponse thérapeutique. Mais dans certains cas, bah, initialement, on a pu se tromper et donc on perd du temps plutôt qu'appliquer tout de suite le bon traitement. Donc, pour ça, bah, on essaie d'utiliser un maximum de marqueurs pour pouvoir avoir les réponses à la question le plus précoce possible pour avoir une meilleure prise en charge et donc meilleur bénéfice pour le patient parce que finalement, en pratique, si le traitement n'est pas adapté, donc s'il y a une progression, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer de lignée thérapeutique. Mais les lignées thérapeutiques ne sont pas infinies, donc à un moment, on peut arriver au bout. Et aussi, si on change le traitement qui est efficace, c'est dommage parce que celui d'après peut ne pas être efficace. Donc, on ne veut surtout pas se tromper dans ce cas. Du coup, bah, finalement, le suivi d'une lésion gliale, il n'y a pas de consensus, ça dépend de beaucoup de choses, de grade, de profil moléculaire, ça va dépendre aussi de la prise en charge, beaucoup de patients sont dans le protocole, mais souvent c'est quelque chose qui est assez rapproché, donc souvent, on commence assez précocement, après la radiothérapie, puis tous les mois, dans des cas douteux agressifs, jusqu'à tous les 3 mois. Il n'y a pas vraiment de gold standard, ça dépend. Et donc, au-delà de l'imagerie un peu morphologique, avec du flair, du T1, de l'injection, on veut aller plus loin. Donc, bien sûr, on va faire le flair pour rechercher l'infiltration, l'œdème, puis la diffusion, pour voir s'il y a des restrictions de diffusion qui peuvent nous témoigner de certaines zones d'hypercellularité, mais ça reste quand même rare. Et puis, comme souvent, il y a des remaniements, ben, c'est assez sensible au remaniement hémorragique, donc des signaux en diffusion, il peut être hétérogène. Et puis, la séquence un petit peu clé, c'est la perfusion pour aller étudier la néangiogénèse tumorale. Donc, la perfusion classique est faite le plus dans les tumeurs, c'est la perfusion de 2 étoiles après injection de gadolinium. Donc, ça utilise les images en EPA de susceptibilité. Et puis, on va suivre l'injection dynamique de produits de contraste et étudier donc les volumes sanguins cérébraux, les flux sanguins cérébraux, le temps de transit moyen, d'autres paramètres qu'on peut déduire à partir de la perfusion. Alors, le plus utilisé, c'est le volume sanguin cérébral dans l'imagerie tumorale.
du coup, qui était utilisé dans beaucoup d'études, dans ce qui est le plus utilisé. Et les méta-analyses montrent que finalement, il n'est pas si mauvais, même si c'est quand même imparfait, la spécificité à 80. Donc, quand on a un ratio, on regarde toujours le ratio parce que les valeurs sont relatives. Donc, on va regarder le ratio entre les perfusions au niveau de la lésion tumorale et le tissu environnant. Et donc, quand c'est augmenté, ben, on parle de la progression de lésions actives. Et quand c'est normal, où ça passe au-dessus de la ligne de la base, donc il y a une rupture de barrière hémato-encéphalique sans néandrogenèse, donc on s'oriente vers une radionécrose. Le problème, c'est que quand on regarde toutes ces études, bah, en fait, les seuils, ils sont extrêmement variables. Ça va de 0,9 à 2,15, donc c'est assez énorme. Et on a du mal à avoir une réponse précise dans les cas concrets. En fait, souvent, on peut avoir cette difficulté-là. D'autres difficultés qu'on a, bah, c'est tout ce qui a les pseudo-réponses. Donc, les patients, notamment qui sont traités par l'Avastin, on peut avoir une normalisation du volume sanguin cérébral, mais malgré ça, il y a quand même le tissu tumoral qui reste. Et aussi, ces séquences, elles sont sensibles aux artefacts. Donc, on n'en a pas de débroutage correct avec beaucoup d'artefacts, notamment quand il y a des remaniements hémorragiques, des remaniements post-opératoires. Donc, ça peut donner ce genre d'image où, franchement, on n'a aucune idée si, au niveau de cette prise de contraste-là, il y a une hyperperfusion ou pas. Ensuite, l'autre question, c'est la valeur pronostique. Donc ici, bah, on a une prise de contraste, on a une hyperperfusion qui est associée, donc ça c'est la carte de RCBV. Et par contre, bah, la question, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a du tissu actif, mais si on n'a pas suivi le patient tout le temps avec la perfusion, bah, on a un petit peu du mal à savoir quelle est la valeur pronostique de cette hyperperfusion. Donc, il y a eu d'autres alternatives qui étaient proposées, donc notamment c'est la perfusion sans injection de produits de contraste, donc l'artérial spin lebeling. Alors, dans l'imagerie tumorale, l'objectif, c'est pas forcément de ne pas injecter les patients parce que les choses, enfin, l'état de patient est sévère, on ne veut surtout pas rater une récidive, donc ce n'est pas pour ne pas l'injecter, mais c'est pour avoir un marqueur un petit peu différent, notamment, c'est des séquences qui ne sont pas des séquences en IPI, donc on est moins sensible aux artefacts de susceptibilité magnétique. Donc, par exemple, bon, ici, on a cette lésion en hypersignal en flair, infiltrante, avec minime prise de contraste. Et par contre, elle est hyperperfusée. Et ensuite, bah, ici, sur les lésions que je vous ai montrées tout à l'heure, bah, là, on n'arrivait pas à répondre. Sur la SL, on voit bien qu'il y a une hyperperfusion. Mais les limites de cette technique, c'est qu'on a uniquement accès au flux sanguin cérébral, on n'a pas d'autres marqueurs. Et aussi, bah, quand on regarde les études, les performances, bah, ils restent assez variables. Donc, ensuite, ce qui était proposé, c'est la TEP cérébrale, donc avec plusieurs marqueurs qui sont possibles dans l'imagerie tumorale. Donc, tout d'abord, il y a les marqueurs de FDG. Donc, FDG, c'est le traceur de glucose. Donc, le problème de FDG, en fait, c'est qu'il y a déjà une forte fixation cérébrale du fond et le métabolisme glucidique, il est assez variable. Et donc, c'est sensible à tout un tas de choses, l'infection, l'inflammation. On peut avoir même un hypermétabolisme dans les maladies de système, avec, par exemple, une neurosarcoïdose. Donc, globalement, sur ce qui est publié, les performances diagnostiques sont quand même assez mauvais. Après, avec l'IRM, est-ce qu'on peut les améliorer? Ça se discute. Mais finalement, comme on a quand même souvent beaucoup de doutes, bah, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup dans l'imagerie des tumeurs cérébrales primitives, surtout dans l'imagerie des tumeurs gliales. Alors, dans l'imagerie des tumeurs gliales, par contre, les marqueurs qui sont plus pertinents, c'est les marqueurs des acides aminés. Donc, ce DOPA est fait. Alors, en France, on utilise plus DOPA. Donc, quand DOPA est fait, il y a des petites différences qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, mais globalement, les deux sont pertinents. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous avez de disponible.
Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va analyser les ratios entre les métabolismes à niveau de striatum et à niveau de la lésion. Et donc, on va calculer ces ratios et globalement, si la lésion fixe plus que le striatum, c'est suspect. Donc là, le problème, c'est assez sensible, ça reste quand même un petit peu moins spécifique. Donc, il y a des papiers qui étaient publiés qui disent que la TEP-IRM, c'est mieux que l'IRM seul ou la TEP seule. Donc, avec les marqueurs conventionnels, ça nous donne de meilleurs résultats. Il y a aussi certaines autres techniques de la TEP qui peuvent être utilisées pour améliorer les résultats. Donc, ici, par exemple, on a un TEP DOPA. Et l'injection, elle se fait de façon dynamique et donc on étudie de façon dynamique la courbe pour voir si cette lésion, elle est suspecte. Donc là, en effet, c'était quelque chose qui était bien suspect. Donc finalement, TEP, c'est intéressant. On a dit que ce n'est pas suffisant. Et aussi, ce qu'on a vu sur cette étude-là, que finalement, le métabolisme TEP, il ne coïncide pas complètement avec la perfusion. Donc, ça ne peut pas, clairement pas la remplacer. Après, par contre, reste que des fois, on peut répondre juste avec la perfusion. C'est quelque chose où la question se pose. Mais on ne peut pas l'abandonner. Non, c'est quand même quelque chose qui est majeur et fondamental dans l'imagerie tumorale. Donc, il y a aussi d'autres algorithmes qui ont été proposés donc, sur la base donc, de la TEP, de la perfusion avec les susceptibilités. Ça donne des résultats qui sont assez intéressants, mais ça reste toujours imparfait. Donc, dans ce cadre-là, Serker a proposé plusieurs biomarqueurs qui peuvent améliorer la qualité de la perfusion pour avoir de meilleurs résultats et pour avoir des informations qui peuvent être complémentaires. Donc, ce qui change, c'est déjà le modèle d'analyse vasculaire avec moins de bruit aussi, moins d'artefacts, des cartes avancées qui sont basées sur les algorithmes de l'IA et modélisation de l'aspect hétérogène de la perfusion. Donc déjà, il y a les cartes de base qui vont être corrigées pour leakage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental aujourd'hui qui est de plus en plus connu, qu'il faut toujours corriger nos cartes de perfusion, donc de RCBV, par les leakages, donc la fuite qui est liée aux ruptures de barrière hémato-encéphalique pour ne pas confondre les deux. On va voir un exemple. De plus, il y a de nouvelles cartes qui sont proposées, celle qui est très intéressante, notamment, on va voir les exemples, c'est le CTH, donc c'est Capillary Transit Time Heterogeneity. Donc l'idée, c'est en fait étudier la modification de morphologie capillaire et de sa perméabilité avec donc l'angiogenèse capillaire qui est induite par l'époxy. Également, un autre marqueur, c'est le OEF, donc c'est la fraction d'extraction d'oxygène, donc l'extraction maximale possible d'oxygène dans chaque voxel, et le CMRO2, donc le Cerebral Metabolic Rate of Oxygen, donc qui étudie la concentration artérielle en oxygène. Donc, comment on peut utiliser ces différentes cartes et pourquoi ça peut nous aider d'avoir ces informations complémentaires. Alors, on va voir plusieurs exemples qui peuvent nous aider là-dedans. Donc, ici, c'est le premier bilan. C'est un homme, il a 34 ans, il consulte pour des céphalées. Et donc, ici, on n'a pas vraiment de doute sur le fait que c'est une lésion très agressive. Donc, maintenant, quelle est la question? La question, c'est qu'on ne peut pas faire un exérèse total de cette lésion. Vous voyez bien la localisation. Donc, on va aller à la biopsie lésionnelle. Maintenant, la question, c'est où est-ce qu'il faut biopsier? Donc là, on a quelque chose assez large qui est hyperperfusé, donc avec les RCBV. On a une partie où le CMRO2 il est le plus élevé
Et on a une partie où également le CTH, il est augmenté, qui est plus faible que le reste. Donc, peut-être que justement, ce CTH, bah, il peut nous aider pour nous orienter là où il faut plutôt aller biopsier pour avoir les résultats les plus pertinents. Maintenant, une autre petite histoire. Ici, donc, c'est un homme, ben, il a 45 ans, il a des céphalées, des vertiges, et on fait une IRM, on va trouver cette lésion. Donc là, on a cette prise de contraste. Maintenant, on a du mal vraiment à savoir sur les cartes de perfusion avec l'RCBV, l'hyperperfusion de ce type de lésions qui sont très cortico-sous-corticales et où en fait on a déjà des vaisseaux normaux qui apparaissent en hypercinème. Donc là, pareil, quand on regarde par contre la carte de CTH et également la carte d'OF, bah, ici on voit quelque chose spécifiquement augmenter un niveau de cette anomalie-là, donc va nous orienter vers une lésion qui est plutôt une lésion agressive. Donc, en effet, on a réséqué cette lésion. Donc, c'était une lésion gléale. Donc, ici, en post-opératoire, on a une petite prise de contraste, mais quand on fait la carte donc d'RCBV avec correction de leakage, on voit qu'en fait, il n'y a rien. Donc, ici, c'est un site de résection. Il y a également rien qui est fixe en TEP-DOPA par rapport au striatum. Maintenant, ce qui était très intéressant dans ce patient, c'est qu'il y avait une autre lésion. Alors, on peut dire que c'est peu probable, mais ça arrive qu'il y a deux choses différentes. Et ici, en fait, il y avait cette lésion-là. Donc, il y a une petite lésion au niveau des cervellés. Elle apparaît en hyperperfusion, donc avec l'RCBV qui est augmenté. Par contre, les autres, quand on regarde les autres cartes, le CTH, le OF, il n'y a rien. Et en fait, bon, on se dit qu'on va attendre un peu parce que c'est vraiment bizarre cette lésion. Et quand on le recontrôle en post-opératoire avec l'autre lésion, donc il y a toujours cette prise de contraste qui diminue un peu. Il y a quelque chose de résiduel à RCBV et il n'y a rien par contre quand on le corrige. Et en fait, finalement, il n'y a rien en TEP non plus. Donc, finalement, en fait, cette lésion, c'était une petite lésion ischémique semi-récente, punctiforme, comme ça, et donc, il n'y avait aucun marqueur qui était suspect. Et après, on a continué à le suivre et ça a complètement régressé. Donc, il y a juste une séquelle qui est restée. Voilà. Alors, prenons une autre histoire. Donc ici, c'est encore un homme, il a 51 ans, il consulte pour des crises convulsives. Et on fait cette imagerie et on trouve cette lésion, donc qui est toutes les caractéristiques d'être une lésion agressive. Donc ici, on a une prise de contraste, il y a le CTH qui est augmenté, les volumes sanguins cérébral qui est augmenté, CMR2 qui est augmenté. Donc, la lésion, elle est opérée. On a fait, donc ici, c'est une lésion du coup qui est relativement superficielle. Donc, elle est opérée d'emblée. Donc, on a fait la résection de cette lésion et puis ensuite, il y a eu toute la thérapie classique, la radiothérapie, la chimiothérapie. Et ici, on fait l'imagerie pour voir est-ce qu'il y a une progression, une radionécrose parce qu'il y a une prise de contraste qui a été identifiée. Donc déjà, on regarde, donc il y a une prise de contraste qui est relativement nodulaire. Maintenant, ça peut quand même être une radionécrose. Ça peut arriver. Un flair, c'est quelque chose assez hétérogène, donc ça ne nous aide pas énormément. Et quand on regarde les RCBV, bah, ça ne nous aide pas beaucoup non plus. C'est encore un cas, comme on disait tout à l'heure, de lésions cortico-sous-corticales où vraiment, bah, on se dit qu'on a besoin d'autre chose parce qu'on n'arrive pas à bien répondre à la question juste en regardant les RCBV parce que bah, ça ne sort pas beaucoup du bruit de fond par rapport aux autres vaisseaux. Et alors, par contre, quand on regarde le CMRO2, là, on a l'impression qu'il y a quelque chose bien
qui sort du bruit de fond avec ces nodules-là, donc qui apparaît avec une augmentation de CMR2 focale. Du coup, 2 mois plus tard, le patient il a une TEP-IRM, la prise de contraste elle est un petit peu augmentée, il y a plus d'œdème, c'est hypermétabolique et donc ici, il y a aussi l'EF qui devient augmenté à niveau de cette lésion. Donc, finalement, c'était bien une petite récidive. Les patients étaient opérés et donc ensuite, ils continuent à être traité par une chimiothérapie adjuvante et avoir un suivi. Alors, donc, on disait que pour tout ce qu'il y a post-opératoire, ce n'est pas évident. Donc, ici, on a un autre exemple. Donc, un patient avec un oligodendrogliome de grade 3, où on a un bilan post-opératoire. Donc là, c'est quelque chose qu'on a regardé de façon rétrospective en reconstruisant les cartes. Donc, parce qu'ensuite, vous verrez, il y a eu 3 ans qui sont passés. Et ici, sur ce bilan post-opératoire, finalement, on avait dit que les résultats étaient satisfaisants. On ne voyait pas d'hyperperfusion, on ne voyait pas vraiment de prise de contraste. En flair, il y avait un petit peu d'infiltration, mais finalement, ça allait. Mais rétrospectivement, quand on regarde le CTH, on se dit que peut-être il y a un endroit où ça ne va pas trop. Et alors, le patient, il a été suivi et 3 ans plus tard, ici, on a un foyer d'hyperperfusion qui apparaît exactement au même endroit. Et donc, il a eu, pour le coup, un TEP FDG. Donc, vous voyez, c'est pas génial. On ne voit pas grand-chose. Donc, on peut avoir des faux positifs, on peut aussi avoir des faux négatifs. Et par contre, il a eu un TEP DOPA que, pour le coup, montre bien que ce foyer-là, c'était bien une récidive, donc, qui était focale à ce niveau-là. Donc, finalement, probablement, il y avait déjà du tissu résiduel qui potentiellement a risque de prolifération à ce niveau-là. Le patient, il était sous chimiothérapie adjuvante pendant ces années, qui a pu stopper un peu la progression. Et puis, au moment où il a échappé, ça poussait exactement à cet endroit-là qu'on aurait pu potentiellement prédire bien plus tôt et donc peut-être appliquer une autre thérapie ou aller le réséquer avant que le patient progresse. Alors, on a parlé un petit peu tout à l'heure donc de besoin d'avoir les RCBV corrigés. Donc, pourquoi? Alors ici, on a un patient, donc toujours l'histoire classique, on a doute entre la progression de radionécrose. Pourquoi? Il a un glioblastome. Donc, on était traité par chirurgie, radiochimiothérapie, puis modale, puis un échappement de porte modale, a été changé par ce signaux Avastin. Et donc là, on dit qu'il y a un petit prise de contraste qui apparaît. Donc, on regarde les images. Donc, il y a une partie en hypersignalité T1, donc avec une nécrose gélatineuse un peu classique sous Avastin. Mais il y a aussi une prise de contraste périphérique. Et quand on regarde cette prise de contraste périphérique, on se dit qu'il y a quand même une hyperperfusion autour de cette prise de contraste. Alors, quand on regarde par contre la correction, cette hyperperfusion, en fait, elle correspond au leakage. Et en fait, quand on corrige, il reste quasiment plus rien. Donc, en fait, c'était que du leakage, il n'y avait pas d'hyperperfusion. Donc, il y avait une bonne réponse. Donc, on regarde les autres marqueurs, c'est numéro 2, le COV, tout est négatif. Et il y a eu également une TEP qui était négative. Donc, on a conclu que c'était purement de la radionécrose gélatineuse sans résidus. Alors, on peut aussi avoir des lésions avec un contingent mixte. Donc ça, c'est un petit peu compliqué parce que ici, par exemple, on a cette prise de contraste assez large qui est profonde et
périphérique, donc chez un homme à 43 ans, astrocytome, en radiochimiothérapie, une histoire classique. Donc, la question est comment faire la part des choses. Est-ce que tout est une progression ou est-ce que dedans, on a une part qui est liée à une progression, une part qui est liée à la radionécrose, ce qui est particulièrement intéressant si on veut aller à une biopsie, parce qu'on ne veut pas biopsier de la nécrose, on veut biopsier à de la lésion active. Donc, quand on regarde ici ces cartes, donc en ASL, ben, on a finalement un petit peu du mal à trancher parce que ici, bon, en profondeur, au niveau de la substance blanche, dans cette partie-là, ben, on se dit que là, c'est clairement une progression. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est asymétrique, mais bon, il y a des vaisseaux aussi là. On ne sait pas trop, on ne sort pas vraiment du bruit de fond, mais on a du mal à sortir parce que c'est assez saturé déjà par les vaisseaux. On regarde l'RCBV, pareil en périphérie, on ne sait pas trop, il y a des vaisseaux. Par contre, quand on regarde les OF, ici, particulièrement sur cette proportion-là, notamment de prise de contraste, on n'a vraiment rien. Alors qu'on a une augmentation plutôt sur la portion profonde et supérieure. Et donc, quand on regarde la TEP, ben, ça concorde très bien. Donc, on a un hypermétabolisme qui est supérieur et interne. Et par contre, en inféro-externe, ben, on n'a rien. Et si tout ce qu'on voit, ben, ce n'est pas supérieur par rapport au striaton, donc tout ça, c'est négatif. Donc, finalement, bah, avec les cas de OF, on prédit bien ici ce qu'on va trouver sur l'imagerie de dopamine. Alors, cet exemple-là, que finalement nous permet de voir l'intérêt d'avoir des marqueurs multiples et pas un seul marqueur qui peut nous répondre à la question. Donc là, nous avons un astrocytome de grade 3, IDH positif, il a eu une chirurgie subtotale, radiothérapie, PCV, donc une histoire de traitement classique. Bon, il y a pas mal d'œdème qui apparaît, ce qui peut tout à fait être une radionécrose. On ne sait pas trop, il y a un tout petit peu de prise de contraste, pas grand-chose. En perfusion avec RCBV, on ne voit pas grand-chose non plus. En TEP, on a hypermétabolique, mais assez intermédiaire. Et par contre, quand on regarde les CTH et OF, c'est très augmenté de façon assez focale. Et ce qui était aussi, et finalement, on a conclu à la progression, et puis les patients étaient biopsiés, c'était bien une progression, le traitement était changé. Et alors, ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait une deuxième lésion. Alors, cette deuxième lésion, un petit peu à distance, elle était cavitaire. On était avec une toute petite prise de contraste fine périphérique. Ça, on a dit que c'était clairement de la radionécrose. Mais la tête, elle était intermédiaire. Et quand on regarde les CTH et l'OF, c'était exactement le même profil. Donc, tout concordait et c'était en fait le deuxième site de progression et pas du tout de radionécrose. Et là, c'est vraiment le profil combiné de l'ensemble de marqueurs que nous aide parce qu'on dit, ces deux lésions, ils sont pareils, ils ont exactement tout le même profil perfusionnel. Donc, un autre exemple de la prédiction de progression, donc ici, on a cette prise de contraste donc, qui est apparue chez un patient, le dendrogliome anaplasique, pareil, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, puis il a eu une rémission assez longue, partie modale à partir de 2013. Et là, il y a cette prise de contraste qui apparaît. Donc, on regarde les RCBV et les négatifs. On regarde l'RCBV corrigé, on se dit, il y a quelque chose qui se passe. Donc, RCBV corrigé, ça peut nous enlever des fausses hyperperfusions, ça peut nous faire ressortir aussi parfois de vraies hyperperfusions. Donc, vraiment, regardez toujours RCBV corrigé. Et également, donc ici, on regarde les coves et on trouve qu'il y a quelque chose
que se passe. Donc, et quand on regarde la tête, il y a clairement quelque chose qui se passe. Donc, il y a cette lésion qui est très hypermétabolique. Et finalement, un mois plus tard, on ne nous a pas cru, il y a une grosse progression. Donc, quand on est à peu près sûr de nous, il ne faut pas dire suivi précoce, il faut dire progression, parce que souvent, quand tous les facteurs concordent en faveur de progression, bah, ça va être une progression et c'est dommage d'attendre que la lésion augmente. On a un autre exemple ici, donc parfois d'une prédiction un petit peu à long terme, c'est cet algodondogroon dans suivi, tout ça, et on a une infiltration en flair qui augmente un petit peu partout, là. Mais il y a une partie, on se demande s'il n'y a pas une petite hyperperfusion et il y a des anomalies de CTH. Alors que le reste, bah, il n'y a pas grand-chose finalement dans cette partie-là qui était initialement demandée, ce n'était pas ça qui était le plus suspect. Et donc, ensuite, bah, finalement, cette partie-là, celle qui était soi-disant suspecte, mais où le marqueur était négatif, bah, 3 ans plus tard, elle ne bouge pas. Alors que la partie, on se posait des questions sur est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe, ça a mis du temps, mais c'est bien à ce niveau-là qu'on a eu une évolution. Donc, on voit avec l'augmentation de RCBV, du CTH, et là, il y a la TEP aussi qui a été faite, et où il y a bien un hypermétabolisme. Donc, des fois, ça nous permet de voir quelque chose bien à distance. Des fois, ça peut évoluer bien plus vite. Donc, ici, ce cas-là, c'est l'exemple d'évolution vraiment très rapide. Donc là, c'est un patient qui était stable pendant plusieurs années en glioblastome, en traitement classique, modèle adjuvant. Il est suivi de façon régulière. Et donc ici, bah, on a une micro-prise de contraste qui est suivie. Pas grand-chose, aucune anomalie en perfusion. Mais sur l'OF, il y a quelque chose peut-être qui se passe. Et alors là, c'était assez impressionnant parce que 2 mois plus tard, on a cette petite prise de contraste qui se transforme en ça. Donc, avec une progression majeure, donc avec, pour le coup, une lésion qui devient complètement hyperperfusée. Et donc, ici, finalement, c'est OF qui nous a permis de voir, déjà avant que ça apparaisse, qu'il y a quelque chose qui se passe. Et juste pour vous montrer, donc ici, ce n'est pas très, très évident sur ce cas-là parce qu'initialement, il n'y avait quasiment rien. On a maintenant la possibilité aussi avec les logiciels de faire un suivi dynamique donc d'augmentation de la portion nécrotique de la lésion, de prise de contraste et aussi d'œdème. Et donc, ça permet d'avoir des cartes donc, de chaque composant. Donc ici, bah, ça c'était le premier bilan. Donc il y a les prises de contraste positif fort, bah, ça ne fait pas 1 millilitre. Donc il y a, c'était qu'elle estimait à 0. Et ici, donc il y a une prise de contraste qui est importante avec également le volume de l'œdème qui augmente. Et donc ensuite, si vous avez plusieurs time points, bah, ça peut mesurer la différence et montrer donc la différence entre chaque time point pour comparer tout ce qu'il y a, le volume tumoral et aussi l'infiltration tumorale périphérique. Donc, un autre petit cas, donc ici, on a une femme, 56 ans, elle a un astrocytome de grade 4, augmentation de prise de contraste. Donc, quelque chose assez classique, mais par contre, donc, avec cette prise de contraste, il n'y a pas d'augmentation de RCBV. Alors bon, il n'y a pas d'augmentation de RCBV, ok, on se dit peut-être c'est pas grand-chose. Alors le TEP, elle est quand même assez suspect, donc il y a une partie qui sort bien du bruit de fond et qui est supérieure au striaton.
Mais aussi sur l'IRM, il y a des choses qui sont suspectes parce qu'on voit que l'OF il est très augmenté et le CTH il est augmenté également. Mais comme il n'y a pas d'hyperperfusion, donc la CBV s'était dit, OK, on contrôle précoce. Donc, contrôle finalement, il n'était pas si précoce, 6 semaines plus tard. Et donc là, il y a eu une augmentation très importante de la lésion 6 semaines plus tard avec un œdème qui s'est majoré, donc finalement, qui prend en fait l'infiltration, qui prend tous les volumes qui est envoyé initialement en OR. Alors maintenant, quelques mots sur les pronostics. Donc, on disait, bon, des fois, on n'a pas vraiment de doute. Donc, ici, on a notre lésion qui prend un contraste, on a une hyperperfusion, on a donc avec l'RCBV. Par contre, quand on regarde le CTHOF, ben, on est un petit peu surpris parce qu'il n'y a rien. Dit pourtant, la lésion, elle est agressive. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire quelque chose? Donc, bon, c'est sûr qu'il y a une angiogénèse à niveau de cette lésion. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a suivi ce patient pendant un moment et il avait toujours cette angiogénèse très stable. Et puis ensuite, ben, ça commençait à un petit peu diminuer avec le temps. Et donc, finalement, la question est aussi, est-ce que ces marqueurs-là, ils ne peuvent pas nous aider pour le pronostic? Donc, d'une part, pour le pronostic, comme on a dit, prédire la progression prochaine, très rapide ou à distance, ou à l'inverse, prédire une possibilité de stabilité ou de régression, où finalement, bah, en TEP, pour le coup, on avait un petit peu du mal aussi à dire quelque chose. Donc, c'était quand même très hypermétabolique, mais stable dans le temps. Et puis, après, ça a un peu régressé. Donc, pour finir, ben, c'est bien dans les lésions gliales, mais ça peut avoir un intérêt aussi dans d'autres types de tumeurs. Donc, ici, on a cette lésion, donc un homme, 72 ans, premier bélon, céphalée, crise convulsive, donc on dit un glioblastome probable. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le profil de cette lésion, c'est qu'il y a une concordance parfaite entre toutes les cartes. Donc, il n'y a aucune qui dépasse la prise de contraste et qu'on voit ici. Et donc, en fait, finalement, ce n'était pas un glioblastome, c'était une métastase de cancer de poumon. Et alors, ici, dans ce cas-là, on a donc une lésion cérébrale, c'est une femme, elle a 72 ans. Donc, on a une volumineuse lésion, donc il n'y a pas de doute que ce soit une lésion tumorale. La question, c'est qu'est-ce que c'est comme lésion? Donc, on a une lésion, elle est en personnel flair, bon, elle prend le contraste. Et elle a une diffusion restreinte, donc ça nous donne déjà une petite idée sur ce que ça peut être, même si les lésions gliales très hypercellulaires, elles peuvent également avoir une diffusion restreinte. Et alors, quand on regarde donc les perfusions, bah là, c'est vraiment intéressant d'étudier les leakages parce que sur cette lésion, elle se caractérise surtout par passage au-dessus de la ligne de base. Et donc, évidemment, comme vous avez deviné, c'était un lymphome. Donc, on a également maintenant en train de faire une étude parce qu'on trouve que c'est vraiment intéressant de voir toutes ces corrélations entre les marqueurs multiples qu'on peut avoir donc avec ces marqueurs circulaires en perfusion et ce qu'on peut voir en TEP. Donc, voir dans quel cas ça peut parfois nous détecter une atteinte, une progression sans avoir forcément besoin de compléter l'exploration par un TEP. Dans quel cas c'est complémentaire et ça nous donne des informations supplémentaires. Donc, pour voir tout ça, on est en train de monter une étude multicentrique. Donc, si vous voulez participer, on sera ravis de le faire avec vous. Donc, finalement, pour conclure, le diagnostic tumoral, ce n'est pas simple.
Et c'est pour ça que c'est très précieux de pouvoir bénéficier de nouveaux marqueurs de perfusion qu'on peut considérer, qu'on peut avoir avec Cercare aujourd'hui, qui peuvent nous apporter des informations qui sont nouvelles et parfois on pense plus spécifiques ou plus sensibles. Et donc l'idée, c'est pouvoir faire à la fin un diagnostic plus précis, mais aussi pouvoir avoir un meilleur pronostic. Et donc avec un traitement plus précoce et plus adapté, évidemment, c'est le but. Voilà, j'espère que ça vous a plu, vous avez appris de nouvelles choses. Donc, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Donc, vous avez vu, les micros sont désactivés, donc vous pouvez poser des questions dans les questions-réponses. Donc, vous pouvez les écrire, comme ça je pourrai vous répondre. Et il y aura un prochain webinaire, donc ce sera le 3 juin par Dr Alexandre Sadr des hospices civils de Lyon, j'imagine, plutôt sur l'aspect plutôt centré sur les AVC. Voilà, donc du coup, n'hésitez pas à poser des questions, je serai ravie de vous répondre. En attendant donc que les gens puissent écrire leurs questions, moi j'avais une question, Nadia, de voir en fait comment on sait en fait quel est le marqueur qui va être le plus pertinent à regarder. Donc, c'est une très bonne question. Il n'y a pas de réponse unique. Donc, moi, les deux marqueurs pour le moment que j'ai retenu le plus, c'est vraiment les CTH, que je trouve que est marqueur un peu le plus pur, vraiment là où il augmente. Bah, on est souvent on va avoir une progression, on a une progression, il y a peu d'autres choses que l'augmente finalement. Puis l'OF également, qui est un complément intéressant. Et ensuite, ben, les autres marqueurs, notamment le numéro 2, dans certains cas, particulièrement, je trouvais que ça m'aide à niveau de lésion cortico-sous-corticale. Mais aussi, justement, le but un peu de l'étude, c'est pouvoir les comparer et voir notamment lesquels seraient les mieux corrélés, par exemple, à ce qu'on voit en TEP, lesquels auront le plus de valeur ajoutée. Merci. N'hésitez pas à écrire donc vos questions dans la partie Q&A ou dans le chat. D'autres questions? Tout était très clair. Même si c'était clair, n'hésitez pas de demander on des a choses. une question. Utilisez-vous aujourd'hui en routine en RCP ces nouveaux biomarqueurs et est-ce que les autres spécialistes sont familiarisés avec ces outils? Merci pour la question. Merci, c'est une très bonne question. Donc, alors, aujourd'hui, nous, pour le moment, on traite les cas, c'est pas encore intégré au PACS, donc on les traite séparément et du coup, bah, on va indiquer en effet en RCP quand le neuro-oncologue va nous poser la question, qu'est-ce que tu penses de ce cas? On va indiquer bah, sur ces cas-là, qu'est-ce qu'on pense par rapport aux marqueurs en plus. Mais eux, ils ne connaissent pas encore très bien. Donc, maintenant, on va bientôt avoir vraiment une intégration dans la routine. Et là, ça pourra les aider de se familiariser plus. Et je pense qu'on va avoir, du coup, une utilisation également plus fluide. Une autre question qui parle des effets des anti-angiogéniques sur le RCBV et sur les paramètres CERCAR, CMRO2 et OEF notamment. Alors, c'est une bonne question. Moi, sur des cas que j'ai vus où il y avait, dans les cas de progression sur les anti-angiogéniques, bah, c'est à niveau de CTH où il y avait l'augmentation que se voyait le mieux.
par rapport aux autres marqueurs. Donc après, est-ce que c'était plutôt une dominance ou est-ce que c'était lié au fait que bah, les autres marqueurs ils sont plus influencés par ces effets où on peut avoir une pseudo-réponse? Bah, pour ça, il faudra qu'on revoie un certain nombre de cas vraiment sur anti-angiogénique pour voir les réponses de chaque marqueur à ce traitement. Mais moi, pour le moment, je trouve que ça reste les CTH qui restent les plus robustes par rapport au traitement. Merci beaucoup. J'espère que ça répond aux gens. N'hésitez pas à rajouter si jamais vous avez d'autres questions ou besoin de compléments. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on clôture. Merci beaucoup, Nadia. Ah, attendez, hop, des choses. Le temps que ça se réactualise. Oui, merci. Du coup, un mail pour joindre Cercar Médical, bien évidemment. Si vous pouvez écrire votre adresse mail dans le chat, je m'occuperai de vous contacter directement. Et sinon, de toute façon, on a vos adresses mail avec la liste des participants et je vous recontacte. Et donc, vous pouvez contacter si vous avez aussi des questions qui vous viennent après. Ou si vous voulez participer avec nous dans les études, on sera très content, on est très ouvert. Merci beaucoup. Merci à tous et bonne soirée. Merci Nadia. Au revoir. Au revoir.